Faut-il internaliser ou externaliser Google Ads ou même son acquisition en général? Ça, c'est un débat que j'aborde souvent avec les e-commerçants de mon réseau. Il y en a certains qui veulent garder un contrôle total et monter leur équipe en interne, et il y en a d'autres qui sont plutôt dans l'externalisation parce qu'ils ont envie d'aller vite. Mais du coup, quelle est la meilleure approche? Dans cette vidéo, je vais pas te donner une réponse toute faite, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Par contre, je vais t'expliquer les critères pour t'aider à prendre une décision futée pour ton propre business. Et surtout, je vais te montrer les erreurs que je vois trop souvent dans les deux cas. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer des clés pour cadrer au mieux tes projets, que ce soit pour l'internalisation ou pour l'externalisation. Allez, c'est parti sur le premier sujet, qui est le sujet de l'internalisation. Alors, internaliser, pour qui est-ce réellement pertinent d'internaliser la compétence d'acquisition ou de Google Ads en général? Pour moi, il y a deux grandes catégories de boîtes. La première catégorie, c'est les boîtes qui ont considéré l'acquisition comme un facteur clé stratégique. Donc un avantage concurrentiel par rapport à tous leurs concurrents sur le marché. Généralement, ce sont des boîtes qui ont déjà une certaine taille, qui ont des parcours d'achat particulièrement complexes et qui va rendre en fait intéressant d'avoir une équipe en interne qui maîtrise les produits, les clients, qui a besoin d'interagir avec toutes les personnes de l'équipe. L'autre sujet, l'autre caractéristique importante de ces boîtes, c'est souvent des entreprises qui vont avoir des budgets conséquents, de l'ordre de 600 000 € de budget acquisition, toutes plateformes confondues, tous les mois, ce qui va justifier d'avoir une équipe acquisition en interne. C'est aussi des boîtes qui ont généralement des services marketing, des services de vente, des services e-commerce qui sont particulièrement bien rodés et dans lesquels une équipe acquisition va être capable de sublimer justement tous ces process pour pouvoir accélérer et aller encore plus vite tout en communiquant un peu avec tout le monde. Donc c'est des boîtes qui vont vraiment faire un gros effet de levier sur leur équipe acquisition. La deuxième grande catégorie de boîtes, c'est toutes les boîtes qui vont réussir à transformer leur équipe acquisition en un poste de revenu ou au minimum un poste partagé avec plusieurs entités. En gros, je m'explique. Quand tu es un groupe, que tu as une dizaine ou une quinzaine de sites e-commerce, moi c'est ce que je vois chez certains de mes clients, en fait ils vont avoir 5, 6, 7 entités, plutôt que d'avoir une équipe acquisition par site, on va plutôt essayer de globaliser à l'échelle du siège directement une seule équipe acquisition qui va travailler pour toutes les business units et qui va être en mesure tout simplement d'apporter une réponse en interne à toutes les problématiques de chacun des sites tout en ayant une compétence, une compréhension vraiment fine de chacun des business. Donc là par exemple les groupes avec qui je bosse qui sont sur ça, ils ont généralement leur équipe à l'échelle du siège directement pour toutes les filiales et toutes les entités satellites de la société. L'autre type dont on parlait, c'est ceux qui vont réussir à transformer leur équipe acquisition en source de revenus. Et ça, c'est particulièrement le cas des marketplaces. Je pense par exemple à Amazon, Fnac, Cultura, Mano, etc. On en passe des meilleurs. Toutes ces boîtes-là, en fait, elles ont leurs produits en propre sur le site, mais elles ont aussi et surtout des fournisseurs, des revendeurs partenaires qui revendent eux-mêmes en direct sur ces plateformes-là. Ces revendeurs partenaires, ils vont généralement faire appel aux équipes acquisition de la marketplace pour promouvoir leurs produits. Et ça, en général, c'est un service que la marketplace va vendre à ces différents fournisseurs, clients, vendeurs, on ne sait pas trop quel est leur rôle, mais en gros à ces tierces personnes qui revendent sur la marketplace. Et du coup, ils vont facturer ces frais. Et du coup, le service acquisition dans cette situation-là est devenu générateur de business pour l'activité. C'est un peu du coup les deux grandes catégories d'entreprises qui, je considère, doivent internaliser leur boîte ou en tout cas les raisons pour lesquelles elles internalisent. Imaginons maintenant que tu es dans une situation où tu souhaites internaliser cette compétence dans ta boîte, soit créer une équipe acquisition, soit tout simplement recruter des gens spécialisés sur les différents canaux. Eh bien, ça peut être un bon moment. J'aimerais te raconter quand même une petite anecdote pour que tu vois un peu les bémols ou les parties un peu compliquées de cette partie-là, de l'internalisation. Il y a à peu près 6-7 mois, j'ai commencé à bosser avec une nouvelle boîte qui investit entre 400 000 et 500 000 € par mois sur Google Ads. Donc ça commence à être des budgets qui sont très conséquents sur cette plateforme-là. Et en gros, ils ont 2 personnes qui sont traffic managers chez eux, qui étaient vraiment en charge de la gestion de ces budgets au quotidien. Et quand tu regardes le travail que faisaient ces personnes-là, c'est littéralement le travail que fait une agence, c'est-à-dire d'analyser les comptes, d'analyser en détail tout ce qui est en train de se passer pour pouvoir prendre les meilleures décisions d'optimisation dans le temps sur la plateforme Google Ads. Je te laisse imaginer, quand tu commences à mettre des 400 000 €, des 500 000 € par mois, l'impact business pour le e-commerce derrière, il est monstrueux. Tu vas générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires juste avec cet investissement. Sauf qu'il y a une personne de l'équipe qui est partie. Et lorsque cette personne est partie, on s'est rendu compte de plein de problématiques. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à bosser avec Seos sur le sujet. La première grande problématique dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en fait, les performances du compte, elles diminuaient fortement depuis déjà plusieurs mois en raison d'un manque d'optimisation. C'était certainement lié derrière sur le fait que tout simplement, il y avait un manque de suivi et de formation des équipes en interne qui n'étaient pas suffisamment challengées continuellement sur ces profils-là. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, avec une personne en moins dans la team, ils ont eu ensuite beaucoup de mal à recruter
un nouveau profil pour venir tout simplement succéder à la personne qui était partie. Sauf que, en fait, quasi impossibilité de trouver cette personne-là. Et derrière, finalement, à une personne, il ne pouvait pas faire le taf de 2 personnes sur le compte. Donc, il y a des choses qui ont été un peu laissées sous le tapis. Et donc là, à nouveau, on repère de la performance qui était un peu cachée partout. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait rentrer Seos dans la danse. Et on les a aidés à bien redresser la situation depuis. Mais tout ça, ça illustre surtout une grosse problématique. C'est que lorsque tu veux internaliser, tu vas être confronté à un sujet directement lié aux ressources humaines. Quand je dis que tu es confronté à un sujet ressources humaines, c'est que dans le domaine de l'acquisition, il y a 2 grandes problématiques majeures. La première problématique, c'est la problématique de compétences techniques et la deuxième problématique, c'est la compétence humaine ou les soft skills. Si je te parle de compétences techniques, aujourd'hui, les meilleurs profils, par exemple sur Google Ads, ils sont très très difficiles à trouver. Premièrement, soit ils travaillent dans les agences, soit ils sont freelance. Mais c'est très rare de trouver des profils qui sont excellents sur Google Ads et qui vont accepter de travailler dans des boîtes avec des formats salariés. Et donc, ça rend la recherche de ce type de profil particulièrement difficile, surtout dans une équipe de 2 personnes comme je viens de te donner. En fait, tu as envie d'avoir des profils seniors, tu vas pas lancer des juniors sur ce type de poste, surtout pas avec ces niveaux de budget et dans une équipe aussi restreinte. L'autre sujet lié à la partie technique et au recrutement, c'est la partie salaire. En fait, les agences aujourd'hui, elles sont en capacité d'offrir des meilleurs salaires que la plupart des e-commerce. Et donc, en fait, les meilleurs profils sont forcément attirés par ces salaires et ces avantages salariaux qu'ils ne vont pas avoir dans d'autres boîtes. Et le troisième sujet, c'est que toi, en tant que dirigeant, sur ces profils un peu techniques, tu n'es pas forcément en général en capacité de savoir si la personne, elle est vraiment bonne techniquement. Voilà, tu n'es pas un expert de Google Ads, donc par extension, si le gars, il commence à te parler de Google Ads très avancé, c'est plus dans tes compétences et c'est tout à fait normal. Mais du coup, je vois, moi, beaucoup de boîtes qui prennent des mauvaises décisions de recrutement. Donc là, dernièrement, j'avais d'ailleurs un sujet avec un client qui avait essayé d'internaliser cette compétence. Il a mis 10 mois à internaliser pour trouver le bon profil. Et en plus de ça, il n'a pas pris le bon profil parce qu'il s'est rendu compte après coup que la personne qui venait de recruter, elle avait finalement pas du tout les compétences à côté et que oui, il parlait très bien lors des entretiens, mais que techniquement, ça suivait pas du tout et que sur la gestion d'un compte, en fait, il était plutôt débutant qu'au profil senior. Et je crois qu'ils étaient sur des budgets qui étaient quasiment à 80 000 € par mois, donc loin d'être négligeable. Typiquement, en fait, il a perdu 10 mois et en plus de ça, la personne elle est plus dans l'équipe. Ça, c'est vraiment le sujet, en plus de ça, de valider la compétence sur la partie technique. Si je reprends mon exemple aussi précédent, une des raisons pour lesquelles le compte était en ralentissement, c'était la capacité à se former. Et donc là, il faut que tu sois, toi, en tant que dirigeant, en capacité de mettre en place des choses pour former tes équipes en interne sur le sujet. Mais du coup, ça nous permet de transitionner vers la deuxième grande partie qui est les soft skills. C'est que, en gros, les compétences humaines de la personne que tu vas recruter, elle est fondamentale pour ce poste parce que sur ce type de poste, tout est en train de changer continuellement. On fait plus du Google Ads aujourd'hui comme on faisait il y a 2 ans ou comme on faisait il y a 4 ans. Et donc, tu dois avoir des gens qui sont capables de remettre en question continuellement ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir continuer à évoluer, à challenger eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, deuxièmement, il faut que tu aies des personnes qui soient en capacité d'aller se mettre en contact avec des pairs dans d'autres boîtes pour tout simplement confronter leur vision de Google Ads ou de leur stratégie d'acquisition afin de prendre des meilleures décisions, de tester des choses que d'autres ont testées, d'avoir des bonnes idées. Typiquement, c'est le gros avantage que tu vas avoir dans les agences et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait appel à nous sur le premier exemple que je t'ai donné là à 400 000 € de budget par mois. Tout simplement parce que de notre côté, on investit près de 2 millions, 2,5 millions par mois. Donc on a un peu plus d'une cinquantaine de clients. Forcément, on voit énormément de stratégies différentes, de business différents. Et tout ça, ça nous permet de nourrir l'ensemble et d'être continuellement en train de challenger ce qu'on fait sur tous les comptes. Donc c'est vraiment un enjeu majeur sur cette partie-là. Donc voilà, c'était vraiment l'enjeu internalisation. Tu vois que c'est un process qui peut être super intéressant dans certaines situations, mais voilà, il a certaines limites qui sont principalement des limites de ressources humaines et il faut y faire très attention. Il faut prendre en considération que c'est un projet vraiment long terme, d'avoir son équipe acquisition en interne. Ça peut faire la différence sur le long terme. Ça va demander du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent et d'investissement là-dessus. Ça nous permet de transitionner sur la deuxième partie qui est le sujet de l'externalisation. À partir de quand l'externalisation est particulièrement importante? Pour moi, il y a 4 grands enjeux à comprendre lorsqu'on est en train d'externaliser. Et ces 4 grands enjeux, ils sont premièrement, le temps. Et dans le temps, il y a 2 choses. Il y a le temps qui est le tien, c'est-à-dire est-ce que tu investis ton temps au bon endroit et sur les tâches qui ont le plus fort levier pour ton business. Et quand tu es dirigeant d'une boîte, en fait, c'est pas forcément très intéressant pour toi d'aller cliquer dans l'interface Google Ads. Donc là, ça vaut le coup d'externaliser parce que tu vas pouvoir passer beaucoup plus de temps sur les tâches qui vont avoir le plus fort levier pour ton business. Et le deuxième sujet du temps, c'est tout simplement le temps de recrutement. À partir de quand tu veux que ta stratégie Google Ads, par exemple, elle soit en route. Je sais pas, tu veux le lancer la semaine prochaine. Si tu veux le lancer la semaine prochaine, tu vas avoir beaucoup de mal à recruter quelqu'un en 1 semaine,
alors qu'avec un freelance ou une agence, tu vas pouvoir te lancer super rapidement. Par exemple, si tu prends rendez-vous avec moi aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'on ait notre premier rendez-vous dès la semaine prochaine et qu'en fait on soit capable de lancer dans 10 ou 15 jours tes premières campagnes Google Ads. Donc ça va être très rapide en termes de temps. Le deuxième grand enjeu qu'on peut voir, c'est un enjeu de performance et d'expertise. On en a parlé un petit peu dans la partie internalisation. C'est difficile de trouver de l'expertise en interne. Quand tu vas faire appel à une agence et que tu vas externaliser, par conséquent, tu vas avoir accès directement à une compétence à jour qui va être approfondie, qui va te dire quoi faire, comment le faire pour que tu prennes la bonne décision dès le départ. En plus de ça, des agences comme Seos par exemple ont accès à des outils, à des benchmarks, à différentes plateformes auxquelles toi tu n'as pas accès en tant que e-commerçant indépendant, qui vont vraiment aider à prendre des meilleures décisions derrière. Typiquement, chez Seos, on fait partie des partenaires les plus élevés chez Google, ce qui nous donne des accès à Dublin pour avoir accès à des bêtas, pour avoir accès à des benchmarks sectoriels ultra approfondis. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles tu n'as pas accès sur la partie expertise au quotidien. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu du budget tout simplement, et on y revient toujours. Généralement, une agence va te coûter moins cher qu'un salarié en interne quand tu prends le tout chargé. Voilà, tout simplement. Et le quatrième enjeu, c'est un enjeu de flexibilité. Souvent, Google Ads, c'est des changements réguliers dans le temps avec des grosses variations de saisonnalité. On sait qu'aujourd'hui, un contrat de travail est quand même beaucoup plus rigide qu'un contrat de prestation de service. Et donc, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire appel à une agence ou d'externaliser ton Google Ads avec des prestataires de services que tu peux couper ou non en fonction. Si tu as besoin de faire un test de 3 mois, évidemment que tu ne vas pas recruter. Tu vas prendre une agence qui va te faire un test de 3 mois sur Google Ads ou sur telle et telle partie de Facebook pour voir si c'est quelque chose qui est cohérent ou pertinent pour toi. Et puis le dernier sujet de la flexibilité, c'est le sujet qu'on a vu tout à l'heure avec mon exemple à 400 000 euros. Quand tu as quelqu'un qui est en train de partir de ta team, va retrouver quelqu'un derrière, c'est super difficile. Alors que dans une agence, ils vont se démener de toutes les façons possibles pour avoir toujours quelqu'un au plus haut niveau possible qui va être à la gestion de ton compte. Et quand il y a plusieurs personnes dans l'équipe, en plus c'est une autre personne qui va prendre la gestion, qui a tout l'historique, toute la compréhension. Donc pour toi c'est transparent, c'est extrêmement rapide. Alors vu comme ça, on pourrait croire que l'externalisation, c'est vraiment parfait. En réalité, c'est pas un monde non plus tout rose. C'est pour ça que je voulais quand même te raconter 2-3 histoires à ce sujet-là parce qu'il y a des 3 trucs qui sont intéressants à voir. Le premier sujet sur l'externalisation, c'est qu'il faut vraiment bien choisir ton agence. Dernièrement, j'ai été contacté par une boîte qui investit plus de 50 000 euros sur Google Ads, un e-commerce vraiment très sympa qui fait, je crois, quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Ce e-commerce-là était dans la même agence depuis grosso modo 3 ans. Tous les 6 mois, il a un nouveau contact dans l'agence. À chaque fois, c'est des profils juniors qui redémarrent à zéro parce qu'il n'y a aucun historique. Donc en fait, il passe son temps tous les 6 mois à raconter la même chose. Et que quand tu vas regarder et tu fais l'audit du compte, en fait, tu te rends compte que ce compte-là, il est catastrophique sur plein d'aspects, qu'il y a plein de trucs sur Pmax qui sont mal gérés, etc. Donc en fait, tu te retrouves à te dire, j'ai externalisé, mais j'ai pas la compétence qui va avec. Le niveau de qualité, il est largement en dessous de mes attentes. C'est pour ça que c'est super important de trouver la bonne agence pour externaliser avec le bon prestataire. D'ailleurs, si tu veux choisir l'agence parfaite pour toi, je te laisse une petite vidéo ici. Je te mettrai aussi cette vidéo dans la description parce que ça te donnera tous les éléments pour vraiment bien choisir ton agence. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Le deuxième sujet sur l'externalisation, c'est qu'il faut accepter de perdre en fluidité et aussi en contrôle. Forcément, si tu travailles avec un prestataire externe, il ne sera pas expert de ton produit. Surtout, il ne le sera pas en 2 semaines. Et donc, il n'est pas expert non plus de ton marché. Lui, son travail, c'est d'être expert de Google Ads. Par exemple, chez Seos, notre taf, c'est d'être expert de Google Ads. Pas d'être expert, je sais pas moi, des pièces de motoculture ou des oreillers, des boîtes avec qui on bosse. Mais il ne faut pas être frustré par ça. Si tu externalises, c'est forcément un sujet qui va arriver. Dans le temps, ton agence va devenir extrêmement compétente grâce à tout simplement les analyses qu'elle va faire sur ton métier. Mais ça va prendre du temps et il faut le garder en tête. Le troisième sujet qui est extrêmement important à prendre en compte dans cette situation, c'est qu'il faut que tu aies un vrai suivi. En gros, si tu considères que externaliser, ça veut dire laisser à ton agence vraiment libre cours à tout ce qu'elle veut faire, je pense que tu es un petit peu à côté de la plaque. Il faut que tu réussisses à avoir un suivi de ce qui se passe, des stratégies, des budgets, de l'évolution des budgets, etc. Tout simplement pour que tout aille dans la direction, soit aligné avec la stratégie de ta boîte au global, parce que finalement, ça reste ton business, tu vois. Donc c'est quand même l'élément fondamental pour avancer. Donc voilà sur ce sujet de l'externalisation. Je pense que c'est probablement aujourd'hui un des meilleurs moyens de travailler son acquisition. Malgré tout, j'ai quand même une formule de l'externalisation qui me paraît être la plus cohérente et que je mets en place avec tous mes clients. Et donc, j'aimerais te la présenter un peu plus en détail justement pour t'aider à mieux cadrer tes projets d'internalisation ou d'externalisation. Aujourd'hui, ce que moi je mets en place avec la plupart de mes clients, c'est d'avoir un vrai modèle hybride qui mélange beaucoup d'externalisation et un peu d'internalisation.
Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est aujourd'hui le modèle le plus efficace sur la vaste majorité de mes clients. Et même, je vais te dire un truc, j'ai fait une petite étude sur tous mes clients sur les 2 dernières années. Tous les clients avec qui j'ai ce modèle-là sont littéralement mes clients les plus performants sur Google Ads. Parce qu'on prend le meilleur des 2 mondes, ça nous permet de faire un très très gros effet de levier. Alors c'est quoi ce modèle hybride ? Ce modèle hybride, eh bien, c'est tout simplement d'avoir chacun le rôle qui a le plus de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? Le rôle que va avoir le e-commerce, c'est d'être l'expert de son marché, de ses produits, de sa société, de ses promos, etc. Le rôle que va avoir l'agence, c'est de traduire dans Google Ads la stratégie de la société et de l'optimiser dans le temps pour aller chercher des meilleures performances. Il y en a un qui est l'expert du produit, l'autre qui est l'expert de la plateforme. Quand tu combines les deux, c'est là où ça fait des étincelles. Donc, généralement, ce qui se passe chez mes clients, je vais te prendre un exemple, j'ai une boîte avec qui je bosse qui investit à peu près 150 000 € par mois, qui vend des produits relativement chers. Comment eux, ils sont organisés ? Parce que je sais qu'avec eux, ça marche très bien. En interne, ils ont une personne qui est un traffic manager qui est en charge de gérer toutes les agences avec qui ils bossent. Donc nous, on s'occupe de la partie Google Ads, mais ils ont aussi des experts sur pas mal d'autres sujets. Donc juste sur la partie Google Ads, on a notre référent en interne. Le rôle de ce référent-là, il est quoi ? Il est 1. Définir les objectifs. Coordonner la stratégie multicanal avec toutes les personnes avec qui il bosse. Réaliser des analyses approfondies sur le site pour voir s'il y a des choses qui vont bien ou qui vont pas et dans quel sens ça va bien. Communiquer avec l'agence toutes les innovations, les nouveautés, les nouveaux produits, les erreurs, les machins qui peuvent remonter. Et évidemment, en continu, aller challenger son agence et ses différentes agences pour aller chercher le meilleur et extraire la substantielle moelle de chaque expert avec qui il va bosser. Et nous, le rôle que l'on a dans ce travail et cette organisation, c'est assez simple. Nous, notre taf, c'est traduire le fonctionnement de cette boîte, leur stratégie dans Google Ads. Proposer une stratégie sur mesure qui va permettre d'aller chercher beaucoup plus. Mettre en place des stratégies de test et approfondir les analyses pour pouvoir aller chercher chaque centime, chaque euro qui serait mal investi pour l'investir là où il aura le plus de performance. Suivre et optimiser dans le temps. Faire un reporting complet tous les mois et évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, challenger le client sur tous les autres aspects de son business, son tunnel, ses offres, la manière dont il communique, etc. Et aussi être force de proposition pour aller tester des nouvelles choses à l'échelle du business et voir comment on peut les relayer derrière dans Google Ads efficacement. C'est comme ça que ça marche le mieux, c'est comme ça qu'on fait chez Seos. On s'intègre aux équipes, on les fait monter en compétences et on les accompagne sur leur vision globale. Ça, c'est un modèle qui fonctionne ultra bien quand tu veux monter une équipe solide sans partir de zéro. Quand tu veux un partenaire exigeant, pas un simple exécutant qui clique dans la plateforme. Quand tu veux être challengé sur ta stratégie et que ce soit pas toujours que dans un sens et pas juste, tu vas sous-traiter des campagnes à des gens. C'est vraiment aujourd'hui pour moi le meilleur modèle. C'est celui qu'on met en place et qu'on essaie de mettre en place sur tous nos clients. C'est ce modèle-là qui fait qu'on est particulièrement performant sur nos top clients. Attention cependant, le modèle hybride, il a une limite majeure. Cette limite, c'est tout simplement où est-ce qu'on place le curseur. Dernièrement, j'ai été contacté par un très grand groupe qui a plusieurs sites e-commerce. Et pour chacun des sites, ils ont des équipes en interne. Leur équipe, elle était composée de 3 personnes. Et leur demande sur Google Ads, c'était que l'on puisse gérer pour eux sous un format de consulting la partie Google Ads. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, ils considéraient que notre taf, c'était de faire les analyses dans Google Ads. Et une fois qu'on avait fait toutes les analyses, de leur dresser presque une liste de tâches à faire opérationnelles pour que ces tâches opérationnelles soient faites par la personne dans leur équipe. Et ça avait 2 intérêts pour eux, en tout cas à leurs yeux. Premièrement, ça coûtait moins cher. Et deuxièmement, ça permettait de garder la compétence en interne. La réalité de ce modèle hybride qui est plutôt une sorte de prestat d'analyse, c'est que ça ne sert aucun des 2 avantages. La première chose, c'est que c'est pas moins cher. Parce qu'en fait, la valeur du temps qu'une agence va passer, c'est pas d'en cliquer dans la plateforme, c'est d'en analyser les résultats pour prendre les meilleures décisions d'optimisation. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a le plus de valeur en tant qu'agence. Deuxièmement, on voulait garder la compétence en interne. Bah non, en réalité, tu vas pas garder la compétence en interne parce que la compétence, à nouveau, elle n'est pas dans cliquer dans les boutons. La compétence, elle est dans analyser au départ. Ce qui s'est passé, et c'est pour ça que c'est un modèle que je recommande vraiment pas et que même aujourd'hui, je ne propose plus du tout dans l'équipe, c'est qu'il y avait 2 aspects négatifs. On faisait toutes les analyses, on leur faisait une liste de toutes les tâches qui étaient à faire sur le compte, et là, il y avait 2 gros problèmes qui se passaient. Premier problème, il y avait un problème de communication. La personne en face de nous n'était pas forcément aussi experte que nous et ce qu'elle comprenait de ce qu'on avait écrit n'était pas exactement ce que nous on voulait dire, et du coup il y avait des problématiques dans les modifications qui étaient faites derrière, il y avait des cases qui n'étaient pas cochées parce que c'était fait à la va-vite, etc. Mais ça avait impacté les performances. On aurait pu écrire mieux, mais il y a toujours un peu ce petit problème de communication, surtout quand tu travailles par email.
Puis le deuxième gros problème à ça, c'est le temps. En fait, cette personne, elle avait un emploi du temps ultra chargé, ce qui fait que du coup, quand on lui envoyait des opérations à faire, c'était fait peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines après. Mais quand c'est fait aussi longtemps après, ça sert à rien. En fait, il faut refaire des analyses et on a perdu 2 semaines de performance. Donc en fait, l'efficience de ce type d'approche consulting, je la recommande pas du tout parce que à nouveau, on met pas les critères au bon endroit. La valeur de Google Ads, c'est pas cliquer dans la plateforme, c'est toutes les analyses qu'il y a derrière et c'est là où ton agence elle va faire le plus gros effet de levier. Donc voilà, modèle hybride, pas en format consulting s'il vous plaît parce que ça marche pas. Peu importe que tu internalises ou que tu bosses avec une agence. Ce qui compte, c'est d'avoir une vraie stratégie, des objectifs clairs et de pas piloter à l'aveugle. Parce qu'à la fin, et en réalité, ton pire ennemi, c'est pas vraiment ton modèle d'organisation. C'est de croire que quelqu'un, ou pire, quelque chose, va faire les choses à ta place. Et justement, si tu veux voir ce que ça donne quand l'IA gère tout ton compte Google Ads, sans intervention humaine, va voir cette vidéo dans laquelle je te présente l'intégration de Gemini dans Google Ads qui vient d'être faite par Google. Je te mets la vidéo juste ici. Moi, je te laisse là-dessus. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner, à liker. Ciao!